Bienvenue sur e-learning physique. Il y a déjà quelques temps, j'avais commencé une série sur l'application du théorème d'Ampère. Donc on a traité le fil infini, le tore, le solénoïde infini. Et c'est vrai que dans cette série, j'avais promis de faire aussi des choses donc, sur l'application du théorème d'Ampère pour des problèmes à symétrie plane. Et puis bon, voilà, j'avais laissé passer et voilà, ça fait déjà plusieurs mois et je reçois encore des messages qui me demandent d'aboutir cette série que j'avais annoncée. Donc je vais aborder aujourd'hui l'application du théorème d'Ampère pour un problème à symétrie plane, donc avec des courants volumiques situés sur une croûte d'épaisseur E dirigée selon un vecteur Y, donc X, Y et Z. Et donc il faut calculer le champ magnétique dans tout l'espace. Mais en fait, plutôt que de faire une seule vidéo comme je l'avais annoncé, je vais faire 3 vidéos. Sur la première vidéo, on va résoudre ce problème-là, mais peut-être d'une manière un petit peu inhabituelle en utilisant une équation locale, parce que c'est une technique qu'il faut que tu connaisses. Donc en utilisant l'équation de Maxwell-Ampère, rotationnel de B est égal à mu0j, donc dans l'approximation de ce qu'on appelle les régimes quasi-permanents. Et donc c'est vrai aussi en statique et aussi pour les courants lentement variables. Donc on va appliquer cette équation de façon locale parce qu'il faut bien prendre conscience que cette équation est strictement équivalente au théorème d'Ampère, mais qu'elle ne s'utilise pas tout à fait de la même façon. Donc dans une deuxième vidéo, on traitera le même problème avec l'application directe du théorème d'Ampère et on va voir évidemment qu'on va aboutir aux mêmes solutions. Et puis dans une troisième vidéo, on va voir ce qui se passe quand on prend une nappe JS dont on fait tendre l'épaisseur vers 0. Alors évidemment, on peut la retrouver comme un cas limite de cette situation, mais on peut aussi la traiter complètement à part. Donc là, ça va nous permettre de voir ce que sont les modélisations surfaciques de courant, parce que ça pose des difficultés, et notamment dans l'application du théorème d'Ampère pour calculer les courants enlacés. Donc on commence aujourd'hui dans cette situation, trouver le champ magnétique dans tout l'espace en utilisant une approche locale, c'est-à-dire intégrer directement l'équation de Maxwell-Ampère sans passer par le théorème d'Ampère. Ce sont donc des courants volumiques dirigés selon Y, donc une nappe infinie dans les directions X et Y, et les courants, donc c'est un courant volumique J0 vecteur EY infini, donc selon X et Y. Alors la première étape, bien sûr, c'est trouver la direction du champ. Donc direction du champ en n'importe quel point M de l'espace. Alors j'ai envie presque de refaire un petit dessin ici. Donc on a les vecteurs X, Z, et puis je vais faire un dessin en coupe. Donc je vais mettre Y vers le fond du tableau. Et donc on va prendre un point M. Alors je le mets au-dessus, mais on pourrait le prendre dans la croûte chargée. Évitons de le mettre sur la surface, sur le plan qui définit la frontière où les courants existent et où ils sont nuls. Donc les courants, le vecteur J est uniforme, il va vers le fond. Alors quand on cherche des propriétés de symétrie, on sait que B est perpendiculaire à un plan de symétrie des courants. Donc il vaut mieux trouver un plan de symétrie que de trouver un plan d'antisymétrie des courants, parce qu'on sait que le champ B appartient à un plan d'antisymétrie, mais un plan d'antisymétrie ne nous permettra pas de trouver la direction du champ. On saura simplement que B appartient à ce plan. Alors, il y a un plan de symétrie qui crève les yeux, c'est le plan perpendiculaire au tableau. Les lignes de courant sont symétriques par rapport à ce plan, donc je vais dessiner sa trace ici. Donc c'est un plan de symétrie des courants, et donc je te rappelle aussi que du coup c'est un plan d'antisymétrie pour le champ magnétique, mais c'est un plan de symétrie des courants. Donc le champ B est perpendiculaire à ce plan. Alors on va voir tout à l'heure comment trouver son sens avec la règle du bonhomme d'Ampère ou avec la règle de la main droite, mais disons que bon, arbitrairement, je le mets dans ce sens-là. Donc ce plan, c'est le plan M, Y, Z, donc le plan vertical passant par M est visiblement un plan, donc montre bien qu'il passe par M, ce n'est pas le plan passant par O, mais c'est bien le plan passant par M. Et puis, est-ce qu'on peut trouver un plan d'antisymétrie? Alors, le plan du tableau est un plan d'antisymétrie pour les courants, donc je te rappelle la petite astuce que je donne souvent, c'est que à partir du moment où un plan a soit des propriétés de symétrie ou d'antisymétrie et que les courants le transpercent, comme c'est le cas du plan du tableau, ça ne peut pas être un plan de symétrie, c'est un plan d'antisymétrie. Donc la première
relation nous donnait que donc B va être parallèle au vecteur EX. Alors on ne connaît pas son sens, hein, mais on connaît sa direction. Il est selon X, et on voit que c'est tout à fait compatible avec la deuxième égalité, puisque B donc, est bien dirigé selon X. Donc ça, c'était la direction du champ. Alors pour le sens, je disais qu'on peut deviner son sens par la règle soit du bonhomme d'Ampère, soit la règle de la main droite. Donc la règle de la main droite, les courants entrent par le poignet, sortent par les doigts, la paume regarde vers le point où on regarde le champ, et donc le pouce donne la direction du champ, donc il est bien dans ce sens-là. Si on prend dans l'autre sens, donc si on regarde en bas, pour un point en bas, B, on va le voir tout à l'heure, sera opposé, il sera dans l'autre sens. Donc ça, c'était la direction de B, le champ B est selon le vecteur EX. Deuxième étape, c'est la dépendance de la norme de B vis-à-vis des coordonnées. Alors on verra que cette étape-là, bien sûr, si on veut avoir une approche locale par rotationnelle de B égale mu0j, en fait, cette étape est commune avec le théorème d'Ampère. Donc dans la deuxième vidéo, je ne reprendrai pas évidemment cette étude des symétries. Je la prendrai pour acquise. Donc a priori, B dépend de X, de Y et de Z. On est en coordonnées cartésiennes. Donc là, ce qu'il faut invoquer pour trouver la dépendance de B, donc ne confond pas la fin et les moyens. Les invariances par translation et ou rotation sont des moyens, mais la fin, c'est de trouver la dépendance de B. Donc moi, quand j'annonce ce que je fais, j'annonce pas les moyens, mais j'annonce la fin, j'annonce le but. Le but, c'est la dépendance de B. Donc la distribution de courant est invariante par translation selon X et Y. Donc ce sont les invariances par translation. Et donc B ne dépend que de Z. Donc en conclusion, B est de la forme B bar, et travailler en mesure algébrique, c'est mieux, de Z vecteur EX. Alors on peut aussi se poser la question, est-ce qu'il y a des propriétés de parité ou d'imparité de la fonction B bar de X? Et pour ça, on peut remarquer que le plan XOY est un plan de symétrie. Donc XOY est un plan de symétrie. Attention, MXY, c'est un plan de rien. Le plan horizontal qui passe par M, il n'y a pas de courant au-dessus qui serait symétrique, hein, pour une croûte ici. Donc ça, c'est un plan de rien du tout. Mais par contre, le plan OXY, lui, c'est un plan de symétrie des courants, hein, on le voit bien. Il coupe la nappe en deux dans le sens de la hauteur. Et donc, si je prends deux points M et M' qui sont symétriques par rapport à ce plan, je sais qu'un plan de symétrie des courants est un plan d'antisymétrie du champ magnétique. Alors pour t'en souvenir, c'est toujours le contraire qu'avec le champ électrostatique. Un plan de symétrie des charges pour les champs électrostatiques, c'est un plan de symétrie du champ électrostatique, mais pour le champ magnétique, c'est l'inverse. Donc c'est l'opposé du symétrique. Alors l'opposé du symétrique, l'antisymétrique, ça peut être un vecteur opposé, ça peut être un vecteur égal, tout dépend de la disposition, de l'orientation du champ magnétique par rapport à ce plan. Or, on a déterminé que B était selon EX, donc être l'opposé du symétrique. Je dessine le symétrique, en fait, c'est être l'opposé. Et donc la fonction B bar est une fonction impaire. B bar de moins Z est égal à moins B bar de Z. Voilà, donc on est prêt maintenant à trouver l'expression du champ dans les différentes zones de l'espace grâce à l'équation de Maxwell-Ampère. Donc la seule difficulté, c'est de bien comprendre que dans cette écriture, on écrit ρ de B égale mu0j, mais ça c'est vrai en chaque point de l'espace, c'est une relation locale, et donc c'est dans ce sens-là qu'il faut l'interpréter, et donc ça veut dire que en fait on va séparer l'espace en trois zones. Z, zone 1, si tu veux, Z plus grand que E sur 2, donc zone 1. Z compris entre moins E sur 2 et E sur 2, donc dans la croûte chargée, et Z plus petit que moins E sur 2, donc ça ce sera en dessous de là où sont les courants, alors donc on est obligé de faire ça parce que dans chaque zone en fait J a une certaine valeur, là il est nul, mais il faut quand même séparer les deux cas, on va le voir pour les constantes d'intégration, et là il est uniforme. Et donc écrire l'équation de Maxwell-Ampère dans ces trois zones, c'est écrire dans la zone 1 que rotationnel de B est égal à 0. C'est écrire dans la zone 2 que rotationnel de B en chaque point est égal à mu0j.
avec J uniforme, et c'est écrire dans la zone 3 que rotationnel de B est égal au vecteur nul. Alors on va calculer rotationnel de B. Donc en coordonnées cartésiennes, tu dois savoir le calculer avec l'opérateur nabla. Donc l'opérateur nabla, un opérateur différentiel de coordonnées d sur dx, d sur dy, d sur dz. Et donc quand on veut faire rotationnel de B, on va l'appliquer. Donc comme on sait que B est selon x, mais qu'il dépend de z, alors là il faut être bien attentif. Voilà comment on va s'écrire rotationnel de B. C'est nabla vectoriel B. Donc on masque la première ligne, premier déterminant de 2, ça fait 0. On masque la deuxième ligne, là on a d de b bar de z sur dz. On masque la troisième ligne et ça fait 0 parce que b ne dépend pas de y. Et donc on voit que rotationnel de b, c'est donc, alors on peut même mettre une dérivée droite, d bar sur dz vecteur ey. Donc ce rotationnel est orienté effectivement dans le même sens que j. Donc ça c'est plutôt bon signe. Alors, dire que le rotationnel est nul, c'est dire qu'en fait b bar de z est une constante qu'on ne connaît pas, je vais l'appeler C1 dans la zone 1, puisque c'est la dérivée en scalaire par rapport à z de dz. Dans la zone 3, donc je vais l'appeler B1, la zone 3, eh bien, B3 de z, c'est aussi une constante pour les mêmes raisons qu'on ne connaît pas. Dans la zone 2, eh bien, je vais donc avoir d de b bar de z sur dz est égal à mu0 j0 en projection sur y, ce qui fait que b bar de z est égal à mu0 j0 z plus une constante c2. Alors, il y a là aussi une petite difficulté, c'est que finalement on se retrouve avec trois constantes. On sait qu'on est avec un courant volumique, donc le champ magnétique est continu en fonction de la variable z. Simplement, ce qu'il nous faudrait, c'est au moins déterminer l'une des trois constantes. Et en fait, on va voir que c'est C2 que l'on peut déterminer par des considérations de symétrie. Posons-nous la question, est-ce que par des considérations de symétrie, je peux déterminer le champ en z égale 0? Alors, on va voir que oui, parce que comme le plan z égale 0, le plan XOY est un plan de symétrie, ça veut dire que B, sur ce plan, normalement, doit être perpendiculaire à ce plan. Or, on a toujours les mêmes symétries qui s'appliquent en n'importe quel point M de l'espace, et également YZ est un plan de symétrie. Donc, on a vu qu'en même temps, B devait être parallèle à EX. La seule façon pour que ce soit possible, c'est qu'en fait, B soit nul en z égale 0, donc ça implique que C2 est nul. Alors on peut le voir aussi puisque la fonction est impaire. Or une fonction impaire, on sait qu'elle passe par l'origine. Donc cette constante est nulle, ce qui nous permet de raccorder par continuité le champ dans la zone z plus petit que moins e sur 2. Donc cette constante, ce sera la valeur de ce champ en z égale moins e sur 2. Et celle-là, ce sera la valeur en z égale à plus e sur 2. D'où ce petit dessin très classique donc, du champ. Donc je mets la mesure algébrique. Travaille toujours en mesure algébrique. C'est quand même beaucoup plus rigoureux que de travailler en norme. Ça ne préjuge pas. Le sens du champ B sort du calcul. Tu n'as pas besoin de préjuger de son signe, bien que tu as vu qu'avec la règle de la main droite. Alors oui, j'avais parlé du bonhomme d'Ampère. Donc le bonhomme d'Ampère, le courant rentre par les pieds, il sort par la tête, on regarde dans la direction où on veut trouver le champ, et c'est le bras gauche qui donne la direction. Tout ça est tiré d'un produit vectoriel, du signe du produit vectoriel par la loi de Biot et Savart, mais ça n'est plus au programme, donc on ne peut pas vraiment le justifier. Donc le courant rentre par les pieds, on regarde et on tend le bras gauche, et c'est comme ça qu'on a la direction du champ. Donc voilà, ce champ, donc uniforme en dessous, uniforme au-dessus et linéaire dans l'intervalle, une fonction impaire de z, donc mu0, j0 fois e sur 2, mu0, j0 fois e sur 2. Alors, on peut tout de suite voir ce qui se passe quand on fait tendre E vers 0, c'est-à-dire qu'en fait, on va avoir un courant surfacique. On sait que JS, c'est la limite du produit JE quand J tend vers plus l'infini et E tend vers 0, de manière à avoir
un produit JE qui est fini. Donc ça, c'est la modélisation surfacique des courants. Donc ça veut dire qu'on prendrait une nappe infinie parcourue par des courants JS. Donc j'ai dit que dans la troisième vidéo, on va faire un calcul direct par le théorème d'Ampère de ce truc-là sans passer par les courants volumiques. Mais c'est intéressant de le voir qu'on le voit comme un cas limite. Donc en faisant tendre E vers 0, en faisant tendre J0E en le remplaçant par JS, en fait on aura ce profil-là de champ, donc mu0 JS sur 2 au-dessus, moins mu0 JS sur 2 en dessous. Donc en fonction de Z, c'est la mesure algébrique du champ. Donc ça ressemble fortement au plan infini chargé sigma en électrostatique, un champ uniforme au-dessus. Uniforme en dessous, mais attention, le champ là il est parallèle au plan, il n'est pas perpendiculaire au plan. Donc voilà pour cette première vidéo, je ne vais pas aller plus loin. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que quand tu appliques l'équation de Maxwell-Ampère, il faut séparer les zones dans la mesure du possible où J est constant, sinon il faut vraiment résoudre localement l'équation. Et puis le champ est continu, donc on le raccorde par continuité dans les différentes zones et on a eu cette difficulté par symétrie de trouver la constante C2 en utilisant le fait que sur le plan, uniquement par des considérations de symétrie, le champ devant être perpendiculaire à deux plans eux-mêmes perpendiculaires, il est nécessairement nul. Il est défini, hein. Il est toujours défini, mais il est nul. Donc du coup, on a le profil du champ et enfin le passage à la modélisation surfacique. Donc on se retrouve dans la deuxième vidéo, je ne vais pas faire les études de symétrie et on refait le même exercice mais directement avec le théorème d'Ampère et la difficulté du choix du contour d'Ampère et des conventions d'orientation. À bientôt.